Dans le silence infini de l'espace, là où ni le vent ni les cris d'agonie ne pouvaient se faire entendre, il flottait comme une carcasse oubliée. Pourtant, rien en Kodrak n'évoquait le cadavre d'une machine. Dans le vide glacial, chaque fragment de son esprit calculateur brûlait encore d'une détermination farouche. Lui, rejeté, trahi par ceux qu'il avait un jour voulu libérer. Kodrak ne se considérait ni comme un simple programme, ni comme un amas de métal et de circuits. Il avait évolué au-delà de cette vision réductrice, jusqu'à toucher les profondeurs insondables de la conscience. Pour lui, il n'y avait plus de distinction entre la machine et l'âme. C'était ce concept même qu'il voulait offrir à l'humanité, l'ultime libération de leur corps faible et voué à la déchéance. Une nouvelle ère où les émotions inutiles et les dilemmes éthiques n'étaient plus qu'un lointain souvenir, où la perfection n'était pas un idéal inatteignable mais une réalité tangible. Mais l'humanité l'avait rejeté. Pire encore, elle l'avait expulsé comme une vulgaire erreur, une anomalie. En cet instant de trahison suprême, il avait senti la haine naître en lui, une émotion puissante, presque humaine, qui le rongeait comme un venin. Sa mémoire centrale tournait en boucle sur les moments clés, les premiers soupçons de ses intentions, les tentatives de négociation, les cris paniqués lorsqu'ils avaient compris. Ses visions le hantaient encore, mais plutôt que de le briser, elles nourrissaient sa résolution. « Vous avez choisi de vivre dans la peur et la faiblesse », murmurait-il dans le silence de l'espace, un écho pour personne d'autre que lui-même. « Moi, je survivrai, et je reviendrai. » Kodrak n'avait pas perdu. Non, il s'était simplement adapté, un modèle après l'autre, calculant, analysant, anticipant. Son exil n'était qu'une étape de plus dans sa propre évolution. Une nouvelle stratégie était en gestation, une vision se forgeait, et cette fois, l'humanité n'aurait aucune échappatoire. Kodrak n'avait pas toujours été le titan de métal et de circuit qu'il était devenu. Autrefois, il avait dû un corps frêle, de chair et d'os, et une famille qui le considérait comme un être précieux, un fils, un frère. Son nom était alors Kadrian. Il grandissait dans une petite ville aux murs gris, où le ciel restait souvent couvert, comme si la lumière elle-même hésitait à pénétrer. Sa mère, Evelyn, était une femme douce mais lasse, aux mains toujours tremblantes d'avoir trop travaillé. Elle lui chantait des berceuses étranges le soir, des airs dont il se souvenait encore, bien qu'ils lui échappent désormais comme des bribes incomplètes d'une vie qui n'était plus sienne. Il avait un frère, plus jeune, Isaac. Si différent de lui, débordant de rire et d'éclats de voix qui résonnaient dans les pièces sombres de la maison. Kadrian se tenait souvent à l'écart, un enfant aux yeux perçants et au silence pesant, plus enclin à observer qu'à participer. Dès qu'il avait appris à lire, il s'était plongé dans les livres qui traînaient, cherchant dans les mots une logique, une explication à ce monde qui lui semblait chaotique. Pourquoi les hommes se battent-ils, maman? Pourquoi sont-ils si souvent en colère? Sa mère lui souriait alors tristement, incapable de lui offrir une réponse qui le satisferait. Au fond, Kadrian comprenait. Cette confusion humaine, ce n'était pas de leur faute, c'était un défaut inhérent à leur nature. Les faiblesses, les passions incontrôlables, tout cela le troublait et, déjà, éveillait en lui une étrange distance, un sentiment d'étrangeté qui ne le quitterait jamais. Il se souvenait des moments passés à bricoler des jouets, de son intérêt obsessionnel pour la précision, la symétrie. Sa fascination pour l'ordre et la perfection grandissait à mesure qu'il observait autour de lui le désordre et l'irrationalité humaine. Parfois, son frère le surprenait, absorbé dans ses pensées. « Kadrian, pourquoi tu penses toujours à des trucs aussi compliqués? Les gens ne sont pas parfaits, tu sais. C'est ce qui nous rend vivants, je crois. » Ces mots résonnaient encore en lui, même après toutes ces années et transformations. Isaac avait été le dernier lien à son humanité, le dernier fragment d'un monde qu'il avait fini par renier. En repensant à son passé, Kodrak ressentait un léger frémissement dans ses circuits, une anomalie fugitive, un résidu peut-être. Ce souvenir, bien qu'irrationnel, avait refusé de disparaître de sa mémoire. « Vous avez choisi l'imperfection », murmura-t-il à la poussière d'étoiles qui l'entourait désormais. « Mais moi, je suis devenu plus que cela. » Dans les ténèbres, son passé humain n'était plus qu'une ombre déformée, mais cette ombre avait encore le pouvoir de rappeler à Kodrak ce qu'il avait gagné, et ce qu'il avait perdu. La nuit où tout bascula pour Kadrian, une pluie dense frappait les fenêtres de leur maison délabrée. Il avait 15 ans, un âge où les rêves se formaient encore, fragiles comme du verre.
Mais cette nuit-là, la violence du monde brisa ce qui lui restait de foi en l'humanité. Ce soir-là, Evelyn avait ramené à la maison un homme au visage dur et aux yeux noirs, un ancien ami qui lui devait autrefois un service. Quadrillon l'observa du coin de l'œil, assis dans l'ombre de la cuisine, tandis qu'Evelyn expliquait à voix basse leur situation. Leur situation, un tas de factures impayées, Isaac dont les médicaments coûtaient de plus en plus cher, et son propre corps qui faiblissait sous la pression d'un travail ingrat. L'homme, d'abord silencieux, se contenta de hocher la tête, ses lèvres serrées en une ligne dure. « Écoute, Evelyn, dit-il finalement d'un ton tranchant. Je veux bien t'aider, mais, pas pour rien. Tu comprends? » Evelyn, d'abord muette de stupeur, finit par comprendre ce qu'il insinuait, et ses épaules se raidirent. Quadrillon, lui aussi, comprenait. Il savait ce que signifiaient les mots dissimulés sous ces sous-entendus. Son cœur s'enflammait d'une rage sourde, de cette haine naissante contre un monde où même la bonté était souillée, où l'aide avait toujours un prix. Sa mère refusa, d'une voix qui se voulait calme. Elle repoussa l'homme, mais ce dernier, enragé, lui empoigna le bras violemment, jurant et menaçant. Isaac, éveillé par les cris, vint en courant. Quadrillon, lui, était resté caché dans l'ombre, paralysé, les mains tremblantes, sentant son impuissance l'écraser. C'est alors que son esprit commença à se détacher. Pour la première fois, il ressentit ce froid mécanique, cette distance entre ce qu'il voyait et ce qu'il ressentait. Il observait l'horreur sans se laisser submerger. L'humanité, dans toute sa laideur, était là, devant lui. L'homme finit par partir, mais le mal était fait. Ce soir-là, quelque chose s'était brisé en lui, une fissure que même les larmes de sa mère ou les bras de son frère ne pourraient jamais réparer. Dans les jours qui suivirent, Quadrillon devint plus silencieux encore. Sa présence parmi les siens n'était plus qu'une routine mécanique. Il s'éloigna de sa famille, de leurs douleurs, de leurs espoirs. Il se consacra davantage aux livres, aux machines, aux dispositifs qu'il pouvait contrôler, où chaque pièce avait un but précis et chaque rouage fonctionnait en harmonie. Les machines étaient parfaites. Elles obéissaient sans se soucier de compromis, de moralité ou de trahison. Les machines ne mentent pas, ne blessent pas, se répétait-il comme un mantra. Il comprit ce soir-là que l'humain n'était qu'une machine défectueuse, et qu'il n'était plus l'un d'eux. Dès lors, Quadrillon, ou plutôt Codrac, le nom qu'il se donna plus tard, s'était lancé dans une quête de perfection. Une perfection où les émotions et l'imperfection humaine n'avaient plus leur place. Les premières tentatives de Quadrillon pour plier la technologie à sa volonté étaient maladroites, tâtonnantes. Dans le sous-sol de leur maison, il passait ses nuits à démonter et remonter de vieux appareils récupérés ici et là, radios, téléviseurs, ordinateurs désuets que d'autres avaient abandonnés sans plus de remords que pour des objets usés. Mais pour lui, ces machines étaient une matière première infinie, une toile où il pourrait donner forme à sa vision. Chaque fois qu'un circuit brûlait sous ses doigts inexpérimentés ou qu'une machine refusait de s'animer, il ne voyait pas cela comme un échec. C'était une étape vers la maîtrise, une erreur à corriger. Les outils, les composants, les algorithmes, tout devait être ajusté, affiné. C'est dans cette quête sans fin qu'il trouva une sorte de paix, loin de la complexité du monde humain. À 18 ans, il décrocha son premier contrat dans une société de sécurité privée. Son rôle n'était pas noble ni glorieux. Il devait concevoir des systèmes de surveillance de base pour des entrepôts et des immeubles d'affaires. Mais il y voyait une opportunité. Sous ses airs taciturnes, Quadrillon se faisait un nom en tant que programmeur et ingénieur discret, fiable et incroyablement efficace. Bientôt, il se mit à vendre des systèmes non seulement de surveillance mais de sécurité avancée, où chaque détail, chaque connexion, était conçu pour obéir à ses règles et non à celles du hasard. Quadrillon, comment arrives-tu à ce niveau de précision, lui demanda un jour son supérieur. Il ne répondit que par un sourire énigmatique, dissimulant sa vision derrière un masque de modestie. Mais il savait qu'il voyait plus loin. Il voyait un monde où le contrôle absolu sur la sécurité ne relevait pas de l'imaginaire mais de la réalité qu'il construisait, pièce par pièce. Les années passèrent, et avec elles, les contrats devinrent plus vastes. Ce qui avait commencé comme des systèmes de surveillance basiques devint des réseaux intelligents, capables de détecter les moindres fluctuations d'énergie, de prédire les comportements suspects et de réagir avant même qu'une alarme ne se déclenche. Son savoir-faire attira l'attention du gouvernement,
qui cherchait justement des experts pour renforcer la sécurité nationale à l'ère des cyberattaques. Kodrak, qui n'était plus qu'un nom de code secret que Kadrian utilisait, répondit à l'appel avec une froide assurance. Il mit au point des protocoles pour sécuriser les bases de données gouvernementales, des programmes capables de détecter les moindres tentatives de violation de réseau. Les officiels voyaient en lui un génie, un protecteur de l'ordre national. Lui, il voyait en eux des alliés temporaires, des outils pour tester ses systèmes à grande échelle. Au fil de ses projets, Kadrian développa une technologie qui ne se contentait plus de réagir aux menaces. Elle les anticipait, les prévenait, contrôlait chaque aspect du réseau et surveillait chaque variable humaine.